Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. En prolongation de l'audio précédent, parce que je peux pas parler de tout en une fois, ce serait un peu indigeste et trop de sujets. Donc je sépare pour que vous aussi vous puissiez séparer, écouter ça séparément. Je voulais maintenant vous parler de deux sujets dans le sujet. La génération 68 et les Juifs. Alors, il faut savoir que tous les gens, sauf rares exceptions, tous les gens qui avaient 18 ans en 1968, c'est-à-dire les jeunes adultes qui ont découvert donc un monde avec la pilule, le droit des femmes, le droit de vote, le crédit bancaire, l'expansion économique, la désintégration de la famille, la mise à l'écart de la religion, etc., seront quasiment tous morts dans les 10 ans à venir. Il y aura quelques rares survivants, mais l'immense majorité vit ces 10 dernières années. Donc 2035. C'est-à-dire qu'ils auront tous, dans 10 ans, 85 ans. Ça arrive que des gens vivent 90 ans, 95 ans, mais c'est très rare. La majorité des gens, les hommes, c'est entre 75 et 80, les femmes entre 80 et 85. Donc on va dire entre maintenant et 2035, il y aura un mouvement d'accélération, d'évaporation, de décès de toute cette génération qui devenait majeure en 1968. C'est un phénomène important pour deux raisons. Parce qu'en fait, ils emportent avec eux leur vision du monde. Ils emportent avec eux toute une mentalité. Et ils vont laisser en héritage pas mal de biens accumulés, maisons, comptes en banque, objets d'art, à la génération suivante. La génération suivante, qui est la mienne, c'est une génération de transition, en fait. C'est une génération qui est entre cette génération-là et la suivante, c'est-à-dire nos enfants, enfin pour les plus grands en tout cas, qui eux, disons nos enfants, enfin tout le monde n'est pas dans le même cas, mais je veux dire, il s'agit des jeunes qui sont nés autour des années 2000 par là. Ma génération, c'est ceux qui sont nés dans les années 70-80. Donc en fait, ma génération va faire le lien entre l'ancien monde, le monde de l'utopie, le monde de la désintégration sociale, et le monde de ce qu'on va appeler la première génération Internet. Et je veux dire, le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont les jeunes qui sont nés en 2000, j'arrondis pour faire simple, ont eu 18 ans en 2018, et 2018, enfin de 2010 à 2020, ça a été le grand virage de tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, etc., etc. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le monde va beaucoup changer. C'est-à-dire que c'est un changement générationnel, un changement de patrimoine. Ça paraît comme ça un peu abstrait, mais c'est très important. Ça veut dire en fait que l'argent va dans d'autres mains. Et donc cet argent aura de nouvelles utilités, de nouveaux usages par rapport à ceux d'avant. La génération d'avant, on va dire, était très axée sur l'immobilier et les obligations, les comptes bancaires. Ce que la génération suivante est déjà beaucoup moins
tourner, et la génération d'après encore moins. Donc c'est aussi une raison pour laquelle on entame ce virage, parce que ces gens sont maintenant depuis 10 ans à la retraite, ils coûtent beaucoup à l'État, hein, en termes de soins médicaux, etc., etc. Ils bloquent beaucoup de patrimoine, argent, appartements, objets d'art, et disons que tout cet argent et toute cette charge va être effacée dans les 10 ans à venir. Bon, ça paraît un peu cruel ce que je dis, mais c'est juste un constat froid et technique pour comprendre. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pour qui gratte un peu et s'y connaît, on est forcé de constater, en fait, je vais pas citer les noms parce qu'il y en a trop, qu'en fait, parmi les décideurs dominants de toute une série de sociétés importantes, Google, Facebook, Palantir, etc., etc., parmi pas mal de penseurs, de philosophes, de gens qui font des conférences, il y a beaucoup de juifs. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait? Bon, on pourrait simplifier en disant oui, c'est parce qu'il y a la solidarité entre eux, c'est la mafia juive, etc., etc. En fait, c'est un peu plus compliqué. En fait, je pense que faut être honnête, faut être lucide. Il y a une particularité chez certains juifs, parce que bon, tous les juifs sont pas les mêmes, hein. Il y a des juifs athées, il y a des juifs pratiquants, il y a des juifs orthodoxes, il y a des juifs très tournés vers le business, le diamant, enfin, ils sont dans beaucoup de domaines. Mais on va dire, il y a une constante, et il y a une raison derrière cette constante. Parce qu'en fait, c'est un peuple, c'est un groupement humain qui, au vu de son histoire, pourchassé, combattu, massacré, mal aimé, moqué, à tort ou à raison, c'est un autre débat que je ne vais pas ouvrir ici. Sans doute parfois à tort, parfois à raison, je n'en sais rien. Hein. Chacun parle depuis son bord, évidemment. Mais ils ont dû développer, en fait, des mécanismes, un peu comme les Japonais, en fait. Hein. Ils ont dû développer des mécanismes de survie et d'inventivité. C'est-à-dire, quand on n'est pas une ethnie dominante physiquement, donc on est plutôt, je vais dire, pas chétif, mais enfin, quand on n'est pas spécialement bien loti dans son patrimoine biologique, on doit compenser par le cerveau. Et c'est pour ça qu'en général, les populations comme ça un peu, je sais pas comment dire, si on voit un peu le profil de Harari, qui est une espèce de philosophe juif, Zuckerberg, le patron de Meta, donc Facebook, le patron de Palantir, qui est l'entreprise leader de tout ce qui est IA et compagnie. En fait, on voit que physiquement, en fait, c'est des gens un peu chétifs, un peu autistes, un peu, je veux dire, ils sont pas dominants physiquement. C'est très rare dans le domaine du sport ou dans le domaine de tout ce qui est physique de voir une forte présence juive. Et donc, en fait, ils ont dû, comme les Japonais, je répète, compenser par de la créativité, de la solidarité et de la faculté de lever des fonds. C'est pas un hasard, c'est des noms que vous avez déjà entendus aux États-Unis. Weinstein, dans les procès dans le milieu cinématographique. Epstein, dans le milieu politique et influence et de rackettage en invitant des politiciens, des gens connus sur son île, les prendre en photo, vidéo avec des jeunes filles. Madoff, dans les détournements d'argent boursiers, etc. Je veux dire, c'est pas, il y a un autre, je sais plus son nom, celui qui a dans le grand scandale des vols de crypto FX, la société FX, etc., qui a aussi été condamné. Bon, c'est-à-dire qu'ils sont dans toutes sortes de domaines médiatiques, divertissement financier, technologique, biotechnologie. Beaucoup de sociétés sont localisées en Israël, dans tout ce qui est start-up d'innovation futuriste, etc.
C'est parce qu'en fait, pour survivre, ils ont dû manipuler, ils ont dû mentir, ils ont dû s'organiser pour trouver l'argent là où il était et développer toutes sortes d'idées, de produits, de concepts pour survivre dans le temps et perdurer, etc. Le tout, évidemment, agrémenté par pas mal de solidarité et d'entraide à travers des facilités de financement ou des facilités de lancement. Et ceci explique cela, en fait, parce que sinon on comprend pas, on dit, oui, bon, peuple élu, ils sont supérieurs, etc. C'est pas question de ça, c'est une question de contexte historique, de connexion et d'accès à des financements et de pouvoir, en fait, sentir la société et à travers ça, penser la société, inventer des choses pour la société et diriger la société vers ce qu'on veut afin d'en profiter ou d'en tirer profit. Donc, ça c'est aussi un paramètre dont il faut tenir compte quand on veut comprendre tout ça. Maintenant, bon, le problème c'est que... Alors bon, plutôt que de pester ou faire des constats ou commencer à être soit de jaloux, soit de critique, il vaut mieux en fait observer tout ça, observer les erreurs de la génération 68, observer le fonctionnement de la communauté juive, etc., pour comprendre en fait les techniques et les directions qu'il faut prendre dans sa vie pour ne pas faire les mêmes erreurs ou pour avoir la même réussite. Et donc, comme je l'ai dit, la réussite, encore plus dans le monde à venir, elle va être ailleurs de ce qu'on a eu l'habitude. On avait pour habitude que la réussite se trouve dans les diplômes, dans le travail, dans l'abnégation, etc., etc. Dans le monde à venir, il y aura un transfert qui va se faire en fait en direction des gens très créatifs, très communicatifs, qui pourront compenser l'omniprésence et la dominance des machines et de l'IA par de la créativité, des idées et l'exposer verbalement de façon attractive et charismatique. C'est-à-dire que comme tout sera très uniformisé, aseptisé, technique et froid, les humains en fait qui arriveront à exposer les choses d'une manière humaine, attirante, amusante, inspirante, seront très demandés, très recherchés. Parce que la plupart des êtres humains vont s'aligner sur l'IA, vont devenir en fait des prolongations de l'IA ou des encadreurs de l'IA, c'est-à-dire qu'ils vont entourer technologiquement l'IA pour qu'elle fonctionne bien, qu'elle soit surveillée, à travers des serveurs, des connexions. Donc il faudra tous des gens qui seront techniquement autour pour encadrer tout ça. Et les gens, voyant le succès de l'IA, vont s'inspirer en fait de tout ce côté robotico cultivé pour ressembler à l'IA. Mais ceux qui vont sortir du lot, ça va être des gens assez précis en fait. Donc comme je l'ai dit, des gens créatifs, éloquents, charismatiques, et aussi des gens en fait qui auront bon, vulgairement dit, ce serait un carnet d'adresses, c'est-à-dire des gens qui auront beaucoup de contacts, comme des influenceurs, qui ont beaucoup d'abonnés, qui sont très suivis, très écoutés, donc qui sont des influenceurs, donc ils savent influencer. Ce seront des gens très recherchés, qui seront payés très cher dans les temps à venir, parce que justement, ils ont cette faculté, à travers leurs vidéos, etc., de pouvoir influencer les gens, et donc de diriger leurs choix. Et ça n'a pas de prix en fait. Je veux dire, imaginez-vous, vous lancez une marque de parfum ou n'importe. Si un influenceur qui a 3, 4, 500 000 abonnés arrive à présenter la chose d'une manière attrayante, si juste 1% de ses abonnés l'écoutent et vont en direction de ce qu'il propose, c'est déjà tout de suite 5-6 000 clients. Donc évidemment, ça a une grande valeur.
Donc il faut comprendre aussi donc ce monde qui se dessine, c'est un monde en fait qui sera rapide, technique, robotique, complet, précis. C'est-à-dire que tous les boulots précis, de précision, expert comptable, choses comme ça, historien, tout ça sera balayé en fait par l'IA, qui va faire ça beaucoup mieux, beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus complète. Donc ça, évidemment, les gens ne pourront pas rivaliser, parce que pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement de l'IA, quand vous posez une question, en fait, l'IA cherche en quelques secondes, parmi des dizaines, bientôt des centaines de sources, et sort de là toute une série de réponses ultra précises, et à la fin, elle dit « Est-ce que vous voulez que je développe tel point pour rentrer en profondeur ?» Un être humain, pour faire la même chose, ça prendrait un temps fou, ce serait pas faisable et ce serait tendancieux, parce que l'humain, suivant qu'il est de tel et tel pays ou de telle et telle conviction politique, est sélectif et n'est pas neutre. Bon, bien sûr, les IA seront guidées et seront censurées, dans le sens que il y aura des IA politiquement correctes et il y aura des IA libres qui iront puiser dans des sources non conventionnelles. Donc ça, c'est bon, un autre dossier. Mais pour dire que justement, dans ce monde à venir, les personnes qui vont émerger, ça sera des gens en fait qui savent fédérer autour d'eux et qui sont charismatiques, éloquents, intéressants, cultivés, qui pourront jongler d'un sujet à l'autre et connecter des sujets très éloignés pour devenir en fait pas des IA, puisque contre l'IA on peut pas rivaliser, mais ils donneront une touche humaine et un petit peu, émotionnelle et charismatique à des choses, et ça sera de plus en plus rare, donc de plus en plus recherché. Parce que justement, pour se conformer à tout ça, les gens vont se diriger vers un modèle où eux-mêmes vont devenir des espèces de petits robots. On le voit déjà maintenant avec parfois des jeunes qui sont très geeks, avec tout ce qui va avec en fait. On vit replié sur soi, on est très timide, on parle peu. Quand on parle, c'est pour rire bêtement. On ne sait plus comment aborder une femme ou aborder un homme. On voit le mariage comme un événement très moyenâgeux, très bizarre et très inquiétant. Encore plus d'avoir des enfants qu'on voit comme une responsabilité infranchissable et quelque chose de totalement fou pour beaucoup de gens parmi les plus jeunes. Donc on voit bien la direction qu'on prend, en fait, une direction de gens qui sont de moins en moins habitués à être confrontés aux autres, puisqu'ils sont confrontés aux autres à travers des WhatsApp, des forums de discussion, Reddit et autres, des gens de moins en moins habitués à être dans le relationnel, à être dans l'humain, et donc ce seront des gens qui vont pas bien s'exprimer, qui seront mal à l'aise en public, et qui ne sont pas aptes à devenir tout ce que je viens de décrire. Donc voilà, s'il faudrait apprendre quelque chose à nos enfants, ce serait à s'exprimer, à avoir confiance en eux, à avoir de la culture générale, à avoir de l'humour, à avoir des idées, à être inventif et à sortir du lot. Quitte à être parfois un petit peu borderline, politiquement incorrect. Parce que c'est ça qu'ils vont faire, qu'ils vont avoir une place dans le monde à venir. S'ils ne sont que des diplômés, parmi les millions de diplômés qui seront tous inférieurs à l'IA, ils seront obsolètes et pourront s'enterrer avec leur diplôme. Ça ne sert à rien en fait. Parce qu'effectivement, dans le monde à venir, c'est pas les diplômes qui vont être recherchés. Peut-être comme porte d'entrée dans certains domaines, parce que voilà, il faut être sélectif. Mais dans le domaine de tout ce qui est, relationnel, publicitaire, etc., etc., on veut des êtres humains avec un grand H, c'est-à-dire des humains ultra-humains, avec beaucoup d'empathie, de variation dans le ton de la voix, avec un regard accrocheur, une voix mélodieuse ou apaisante, intéressante,
Donc des gens en fait qui sont très différents du modèle qui va dominer dans les temps à venir. Donc ça c'est un petit peu la direction pour la suite. Et bon, reste à voir maintenant, justement je vous ai parlé au début de l'audio des transferts de richesse de la génération 68 à la suivante. Quelle direction va prendre cet argent? Quelle direction va prendre le monde? Puisque pour le moment la direction du monde, en tout cas ici en Europe, elle est plus ou moins toujours la même. Les gens vont à l'école, puis à l'université ou aux études supérieures, puis commencent leur carrière, puis ils cherchent à se marier à 28, 29, 30 ans, puis ils font un enfant à 33, 34, 35, et puis, une fois marié avec un enfant, on cherche une maison à acheter, et on fait un crédit bancaire pour 25, 30 ans, et on espère ne pas perdre son emploi pour pas perdre sa maison. Ça, c'est le modèle dominant d'aujourd'hui. Le modèle dominant de demain, c'est sans doute un modèle qui sera très différent, avec des gens qui vont plutôt louer tout, plutôt qu'acheter, parce qu'acheter aura beaucoup d'inconvénients. Vous serez considéré comme propriétaire, donc riche. Vous serez sédentaire, donc vous ne pouvez pas bouger en fonction des opportunités d'emploi. Et donc c'est un modèle qui va certainement s'effilocher. Et il y aura de plus en plus de transactions, de mouvements, de changements d'avis, de changements de couple, sans doute aussi beaucoup de gens dans le célibat. C'est inévitable, c'est dans l'air du temps, parce que se loger sera cher. Les gens, quand ils auront trouvé un logement, auront trop peur de le perdre s'ils se mettent en couple, et puis que le couple ne fonctionne pas, ils se retrouvent à la rue. Donc tout le monde va calculer de plus en plus. Et pour toutes ces raisons, en fait, le modèle d'avant, le modèle que vous et moi on a connu, si vous êtes de ma génération, va avoir tendance à être de moins en moins la norme. Donc, voilà, le monde, pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans l'audio précédent et dans celui-ci, le monde, en fait, prend un virage vers de nouvelles destinations. Ça aura des conséquences économico-sociales, familiales très importantes. Et certainement que quand moi j'arriverai en fin de vie, si je vis longtemps, rien n'est moins sûr. C'est-à-dire, bon, je sais pas, hein, difficile à dire, mais enfin, si on suit la moyenne, peut-être qu'il me reste, je sais pas, 25, 30 ans, sauf accident ou maladie, hein, peu importe. Arriver en fin de vie, ma génération va laisser un monde très différent d'aujourd'hui. Très différent d'aujourd'hui. Parce que la génération suivante, donc celle de mon fils aîné, elle va être vraiment à fond dans l'hybridation. Et celle d'après, alors là, c'est vraiment le grand basculement. Donc sans doute que... oui, on va dire d'ici le grand, si tout le monde est là, hein, s'il n'y a pas de guerre, de fin du monde et compagnie, mais si tout le monde perdure, le grand virage, c'est entre maintenant et 2035, puis il y aura un renforcement de tendance entre 2035 et 50, 60. Et puis après, c'est vraiment totalement un nouveau monde, quoi, avec tout à fait d'autres caractéristiques. Mais bon, on peut pas se projeter trop loin, parce que bon, il y a plein de variables dont on ne sait pas. Par exemple, l'Europe est en chute démographique qui est de plus en plus grave, de plus en plus forte. Et d'un autre côté, des pays comme le Nigeria vont compter 500 millions d'habitants d'ici 2050. Donc, en Nigeria, il y aura autant de monde dans toute l'Europe. Donc, il y a plein de choses, évidemment, qu'on ne sait pas. Si tout continue comme ça, sans doute qu'à terme, l'Europe sera une province africaine. Pour plein de raisons.
Mais bon, on va essayer de naviguer à vue, parce que ça sert à rien d'aller trop loin. Cet audio-ci visait surtout à qu'est-ce qu'il faut transmettre à nos enfants et vers quoi il faut les diriger. Je pense par exemple qu'il serait intéressant pour les plus jeunes de faire des cours d'élocution, des cours de théâtre, de les faire voyager, de leur faire voir des documentaires, de lire des livres de philosophes, de penseurs. C'est-à-dire en fait élargir leur champ d'action et de réflexion afin qu'ils soient justement un peu à l'aise avec la parole, qu'ils aient des connaissances dans plusieurs domaines sans être des grands spécialistes. Et parce que les grands spécialistes, je vous dis, l'IA sera meilleur spécialiste que nous. Donc ça sert à rien en fait. Il vaut mieux être tout terrain 4x4 pour surpasser toute une série de choses. Après, ce n'est qu'une interprétation de ma part, une vue de l'esprit. Il faudra voir comment dans la réalité tout ça se traduit, mais en tout cas, il faut se préparer à beaucoup de changements. Le temps n'est plus très loin où nous verrons sur nos routes des camions et des taxis et des voitures avec personne qui les conduit, qui se dirigeront par logiciel autopilote, des détecteurs d'obstacles et de panneaux, et que tout ça fonctionne sans nous, en fait. Ça paraît fou, ça paraît abstrait, mais c'est déjà en place. Il y a maintenant en Chine, à Dubaï, dans pas mal d'autres pays, Singapour et autres, il y a déjà plein de voitures autonomes qui circulent. Des taxis autonomes, bientôt des camions, etc., etc. Donc on est dans ce grand virage. Bien sûr, beaucoup de gens n'y sont pas du tout préparés, parce qu'ils ne sont pas au courant, hein, mais bon, c'est vers ça qu'on va, en tout cas. Et bon, nous, on va déjà essayer de survivre là-dedans, ça va pas être facile. Mais pour nos enfants, il faut essayer de les rendre super humains, en fait. Parce que si c'est juste pour en faire des têtes bourrées de diplômes, timides, qui ne savent pas parler, qui bégayent, etc., c'est un modèle obsolète, en fait. Sauf si on est vraiment un ingénieur ultra spécialisé, qu'on travaille dans des labos, et que bon, on n'a pas de contact avec le public, et qu'on est juste là pour perfectionner les machines et tout, bon, peut-être, mais plein d'autres choses, je veux dire, qui aujourd'hui nécessitent de l'humain, ça n'existera plus. Toutes les mairies seront automatisées avec des machines qui vont scanner les cartes d'identité, qui vont remettre des papiers. Enfin, c'est tellement vaste que c'est trop compliqué de réfléchir, mais tout va être repensé, reformulé, réorganisé, et bien souvent l'humain sera écarté de l'équation. Plein de boulots qui sont en voie de disparition. Tout ce qui est caissier, caissière, etc., etc. Il y aura plein de robots pour ranger les choses dans les hangars, donc tout ce qui est, comment ça s'appelle, je sais plus le nom de ce boulot, mais tous ceux qui gèrent les entrepôts, rangent et tout, tout ça c'est des boulots en sursis, en fait, clairement. En tout cas, qui vivent leurs 5 à 10 dernières années. Donc, pour nos enfants, il faut les préparer à l'après. Ça n'a rien de préparer pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est au crépuscule d'une époque, et on est au lever de soleil d'une autre. Et donc, il faut les préparer à ça. Et bien sûr, pour nous les musulmans, qu'ils aient, et ça renforce l'aspect culture générale, qu'ils aient des convictions, une morale, une conception du bien et du mal, des limites et des renoncements à certaines choses qui sont mauvaises pour l'humain, l'alcoolisme, la fornication, le manque de sens, le manque de foi, ne plus très bien savoir qu'est-ce qu'on fait là et pourquoi et d'où on vient, etc. Ça renforce un être humain d'avoir une conception religieuse, bien entendu. Ça va de soi.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.